Bonjour Vincent Jauvert. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Obs et vous publiez aux éditions du Seuil La Mafia d'État, un nouveau livre à votre actif. Alors en fait, c'est un peu une trilogie que vous faites, parce que vous avez déjà écrit Les Intouchables d'État, ensuite Les Voraces, maintenant La Mafia d'État, sur un thème qui revient au fil de ces trois livres, qui tourne autour du pantouflage des hauts fonctionnaires dans le secteur privé, de tous les problèmes, les conflits que ça pose. On va y revenir évidemment. Mais d'abord, le titre quand même qui saute aux yeux, La Mafia d'État, vous y allez fort. Là, c'est pour vendre des livres, ce titre Euh, Forcément, un livre, c'est pour vendre. Oui, Un on titre, est c'est d'accord. pour vendre, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une manière de provoquer un peu une réaction. Bien sûr, il ne s'agit pas de la mafia au sens criminel, hein, évidemment. C'est la mafia dans son deuxième sens, dans sa deuxième acception du Robert, qui est un groupe qui défend ses intérêts, groupe plus ou moins fermé. Euh, En fait, pourquoi est-ce qu'il fallait provoquer, il me semble? Parce que la situation a atteint un niveau que je trouve inquiétant en France, tout de même, d'un point de vue démocratique, puisque je me place de ce côté-là, hein, pas du côté de l'extrême droite, bien sûr, bien au contraire. L'idée, c'est d'alerter les démocrates français sur l'idée que s'il y a une distance entre le peuple et les élites, il y en a une des raisons, c'est le fait que c'est l'entre-soi invraisemblable de ces élites aujourd'hui, caractérisé par l'appartenance essentiellement au grand corps de l'État, et on y reviendra parce que le fait que le président Macron les ait supprimés, c'est une grande avancée. Bien sûr, on va en parler. Appartenance au grand corps de l'État, que ce soit issu de l'ENA, mais aussi de Polytechnique et d'autres, qui cumulent, eh bien, ces gens-là, ce groupe-là, cumule l'ensemble des pouvoirs. L'ensemble des pouvoirs, le pouvoir administratif, ça c'est normal, hein, ce sont des hauts fonctionnaires, mais aussi le pouvoir économique. La moitié des patrons et des administrateurs du CAC 40 sont issus des grands corps. Souvent, ils n'ont pas démissionné, donc ils sont encore hauts fonctionnaires. Et ils occupent aussi, on le voit aujourd'hui avec l'équipe Macron, Philippe et Castex, le pouvoir politique, les trois. Et ça, c'est absolument unique au monde, dans le monde démocratique. Et je pense que ça entraîne, alors je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'enquête pour savoir quelles sont les conséquences, mais je suis sûr qu'il y en a, à la fois, que je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue démocratique, mais aussi du point de vue, par exemple, de la désindustrialisation. Ouais. On y reviendra, mais je pense que comme ces gens-là n'ont pas fait carrière dans l'entreprise dans laquelle ils ont été parachutés, leur seule manière de la faire croître, semble-t-il, croit-il, c'est d'acheter des entreprises ailleurs à bas prix, de façon à faire croître le chiffre d'affaires, de faire croître les revenus et accessoirement de faire croître aussi leur stock option. Voilà, alors il y a d'autres raisons, bien sûr, la désindustrialisation, mais voilà, donc mafia d'État, c'est provocateur, c'est vrai, mais parce que la situation me semble grave, même si aujourd'hui le président Macron essaye tout de même de faire des choses. D'accord, on y reviendra, parce que ce que vous décrivez, effectivement, ce sont un peu des itinéraires de mercenaires qui sont formés par l'État. Ouais. On pense à l'ENA, évidemment, puisque c'est la principale porte de sortie vers les grands corps. On citera le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'inspection des finances notamment, mais aussi le corps des ponts. Vous parlez des corps d'ingénieurs également, dont on parle un peu moins, mais qui existent. Mais on pourrait vous dire, après tout, faire des allers-retours entre une carrière dans la haute fonction publique et vers le privé. Est-ce que ça n'enrichit pas l'expérience? Est-ce que ça ne permet pas de varier les connaissances acquises par ces gens? Vous partez du principe que ça pose un problème. Pourquoi est-ce que, selon vous, ça pose un problème? Non, je ne pars pas du principe que ça pose un problème. Je constate que dans la réalité, ça pose des problèmes déontologiques. Parce que si ces gens qui viennent de la haute fonction publique, qui viennent de Bercy, qui viennent de l'éducation nationale, etc., ou d'ailleurs, décident de créer leur entreprise, décident de, je sais pas moi, devenir patron d'une usine de chimique ou d'une usine de je sais pas quoi d'autre, qui n'a rien à voir avec leur activité précédente, aucun problème. Formidable. S'ils créent des emplois et s'ils gagnent beaucoup d'argent avec ça, ça ne me pose aucun problème, au contraire. C'est les conflits d'intérêts, évidemment. Mais comme par hasard, évidemment,
Enfin, évidemment, pas tous. Certains font ça, mais ils sont très rares. J'en connais quelques-uns, mais ils sont très rares. La plupart vont dans les lieux d'intersection entre l'État et le public, et le privé. Par exemple, le lobbying. Par exemple, les banques d'affaires. Par exemple, la fiscalité, les avocats fiscalistes. Tous ces lieux privés où ils peuvent vendre leur carnet d'adresses. C'est ce qu'ils font. Ils vendent leur carnet d'adresses. Et vendent leur connaissance des faiblesses de l'État. Quand on est fiscaliste, quand on est un des grands fiscalistes de Bercy, comme c'est arrivé, et qu'on se retrouve du jour au lendemain avocat fiscaliste, ça pose quoi comme problème? C'est que vous connaissez les faiblesses de la loi. C'est-à-dire qu'avant, vous luttiez contre la fraude fiscale, par exemple, et ensuite, vous allez aider les clients à optimiser on voit le cas, à la fiscalité. On voit le cas que je raconte, et il témoigne dans le livre, de M. Rousseau, qui était le numéro 2 du parquet financier. Tout à fait. Très excellent vice-procureur du parquet national financier. Excellent procureur qui a ramené des tonnes, beaucoup d'argent d'entreprises qui avaient fraudé. Et puis, il a été embauché de l'autre côté. Il y a 1 an, il est parti chez un cabinet de conseil de contentieux d'affaires anglo-saxon. Alors, il dit, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, qu'évidemment, il ne traitera pas d'affaires ni d'entreprise avec laquelle il a eu maille à partir, si j'ose dire, ou elles ont eu maille à partir avec lui. Mais tout de même, il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais prenons un autre exemple, c'est Édouard Philippe. Tout à fait, j'allais vous en parler. Édouard Philippe, c'est assez méconnu, c'est passé un peu inaperçu, mais 3 semaines seulement après son départ de Matignon, il demande l'autorisation à la Haute Autorité de la Vie publique de devenir administrateur d'Atos, société privée Atos. Ça a été autorisé, et donc il est administrateur chez Atos, c'est payé 40 000 € par an de jetons de présence. À peu près, si on compare avec les précédents. Parce que voilà, c'est ça, en comparant avec des documents que vous avez regardés. Ça, c'est passé inaperçu, mais c'est vrai que un ancien Premier ministre qui, à la sortie de Matignon, va toucher des jetons de présence comme administrateur. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Grand groupe privé, c'est jamais arrivé, c'est une première. J'en connais pas. Tout de suite, j'en connais pas. D'accord. J'en connais pas. Il y a Édouard Balladur qui tout de suite est revenu à la CGE, mais il n'était pas administrateur, donc à un poste très élevé. Et puis, quand même, Atos, c'est pas Intermarché ou Carrefour. Je prends pas Carrefour au hasard d'ailleurs. On y reviendra peut-être, mais c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas grand-chose. Enfin, Carrefour, c'est pas vrai d'ailleurs, mais disons, je sais pas, une autre entreprise qui n'a rien à voir avec l'État. Et là, c'est stratégique, Atos. Atos, c'est stratégique, et puis ça vit notamment, pas exclusivement, de contrats de l'État, et notamment de contrats qui ont été signés ou approuvés pendant que Édouard Philippe était Premier ministre. Alors, la Haute Autorité a vérifié, et comme je le raconte dans le livre, le président de la Haute Autorité dit: ah oui, mais selon la règle, il faut qu'il y ait des preuves écrites que le Premier ministre en question a bien exercé son contrôle sur l'entreprise dans laquelle il va pour l'empêcher. Moi, j'ai trouvé des discours où M. Philippe revendique le fait qu'il soutienne Atos. Alors, bon, ils ont respecté la règle. Je ne dis pas que ce qu'a fait M. Philippe est illégal. Je dis que ça pose des questions déontologiques évidentes. Édouard Philippe, d'ailleurs, incarne assez bien, à lui tout seul, ce que vous décrivez, la technocratie d'État qui fait des allers-retours. Il est conseiller d'État. Il l'est toujours. Il l'est toujours, évidemment. Il n'a pas démissionné. On le reste, il n'a pas démissionné. Ah non, on peut démissionner. Oui, on peut démissionner, c'est vrai, mais lui n'a pas démissionné, donc il continue. Emmanuel Macron a démissionné. Bruno Le Maire a démissionné. Bruno Le Maire a démissionné, c'était le premier. Là-dessus, il a été assez courageux, je trouve. Mais Édouard Philippe, non, et il revendique. Il revendique du fait de ne pas le faire, comme si c'était droit dans ses bottes, vous savez, Alain Juppé, qui lui non plus n'a jamais démissionné. Il n'a jamais pratiqué son mentor. Il n'a jamais pratiqué l'inspection des finances. Il est resté pourtant jusqu'au bout. Il a bien profité de sa retraite de l'inspection des finances au bon moment. Édouard Philippe, conseiller d'État, qui a travaillé chez Areva pour leurs affaires publiques, qui est devenu ensuite maire du Havre, député, puis Premier ministre, et qui ensuite, donc on l'a vu, repart chez Atos tout en restant maire du Havre et en entretenant des ambitions politiques. C'est ce mélange des genres que vous décrivez. Vous considérez exactement. Ça comme un mélange des genres. Je ne dis pas que c'est illégal, je ne dis pas que ce sont des criminels, je dis juste que ça pose un problème de respiration, tout simplement, à la fois en politique, dans l'administration et dans l'économie. Et il est évident pour tout le monde que la France souffre notamment de ce manque de respiration. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Alors, on croise beaucoup de gens dans votre livre, c'est très fouillé, très documenté, et puis vous avez tous cherché à les rencontrer. Ils ne vous ont pas tous répondu, mais certains oui. On croise par exemple Guillaume Comme par Pépi. hasard, tiens, pardon de vous Je vous interrompre, en mais il y en prie. a un le seul en fait qui m'a vraiment pas répondu, c'est un ami d'Édouard Philippe, un proche, c'est le parrain de ses enfants, hein, lui aussi conseiller d'État, Frédéric Millon. Frédéric Mignon, l'ancien patron de Sciences Po, qui Tout est à fait. parti dans des conditions difficiles pour lui, Houleuse. je le conçois, mais tout de même, je trouvais qu'il avait accepté de me voir, il m'a raconté pas mal de choses, mais il ne voulait pas être cité. Il fait partie de ces gens qui considèrent que la presse est optionnelle. D'accord. C'est Ils assez n'ont pas de révélateur temps. de... C'est comme Édouard Philippe d'ailleurs, hein, lors de sa première déclaration, Il ne vous a pas répondu non plus. qui m'a pas répondu, c'est vrai, et alors que je lui posais une question qui n'était pas totalement stupide, hein, notamment je lui ai demandé pourquoi est-ce que son conseiller et ami Gilles Boyer. Gilles Boyer, conseiller spécial et ami Gilles Boyer, était payé 210 000, je crois, 200, aux alentours de 200 000 euros par mois. Par an, Lorsqu'il est, ouais, par an, pardon. À par an, Matignon, quand à il était son Matignon. conseiller politique. C'est beaucoup pour. Je me demande, c'est plus qu'un salaire de ministre. c'est plus un salaire de ministre, c'est autant à peu près que le salaire du président de la République. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui justifie ça? C'est une question tout à fait légitime hein, de la part. C'est pas être d'extrême droite, être complotiste. Non, c'est c'est rendre des comptes sur l'argent public. Eh bien, il ne m'a pas répondu. Guillaume Pépi, ancien patron de la SNCF, il a été nommé en 2020 en fait, au conseil de surveillance de Lagardère. Or, il se trouve qu'auparavant, la SNCF et Lagardère avaient lancé une entreprise commune Oui. pour exploiter les fameux points relais où on achète de la presse notamment Oui. dans les gares. Et il y a une commission de déontologie qui a été fondue maintenant, mais on en reparlera. À l'époque, elle n'avait rien trouvé à redire à ce que Guillaume Pépi travaille pour l'entreprise avec laquelle la SNCF avait eu partie liée, intérêt lié à l'époque où il dirigeait la SNCF. Ça, c'est ce que vous racontez. C'est Oui. passé inaperçu aussi, d'ailleurs. Alors, c'est passé inaperçu. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, que la commission de déontologie a été fusionnée, enfin plutôt a été absorbée par la Haute Autorité de la On Transparence va en de la parler. République, Ouais. qui, pour une raison simple, c'est qu'elle c'était une passoire. Une passoire totale. On le sait bien, on se souvient de cas sous Nicolas Sarkozy, où il a laissé passer des gens qui n'auraient jamais dû laisser passer. Dans le cas de M. Pépi, je ne peux pas dire, je n'ai pas les moyens de dire, mais enfin, c'est vrai que ça pose question. Ça vous paraissait léger. Ben, C'est une on se dit, commission. pourquoi est-ce que l'ancien patron de la SNCF se retrouve-t-il administrateur du groupe qui n'a rien à voir, a priori, avec ce milieu-là? Ben, si on cherche, c'est assez simple. Probablement, peut-être. On peut imaginer que. Voilà. Il les avait croisés dans le cadre de ce contrat. Ils avaient à signé tous entre les Lagardère. à tous les coups Évidemment. croisés. Alors, non, il dit qu'en fait, il n'a jamais géré. Il a signé le truc. Le contrat entre Lagardère et la SNCF. Mais après, il s'en est plus jamais occupé. Oui, jamais. c'est ça, c'est ce qu'il dit. Bon. En tout cas, pas dans les 3 ans pour lesquels ceux qui doivent donner la réponse sur la légalité du transfert, les 3 ans, voilà, les 3 dernières années. Bon, ben, Alors, parlons-en de cette fameuse de feu, la commission de déontologie de la fonction publique, qui était chargée de contrôler les pantouflages de hauts fonctionnaires. Le problème, c'est qu'elle était elle-même constituée de hauts fonctionnaires, c'est ce que vous... non seulement de fonctionnaires, mais de membres des grands corps. Par des membres des grands corps, d'accord. Donc la plus haute des fonction grands corps. publique Son de la fonction président publique. était un conseiller d'État, toujours. Et puis en dessous, c'était des membres des grands corps, Ouais. presque tous. Alors, ça n'existe plus. Elle a été absorbée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qu'on connaît parce que, notamment, elle publie les patrimoines des ministres, les déclarations d'intérêt des hommes politiques. Ouais. Est-ce que, du coup, ça a permis d'améliorer la situation? Oui, clairement. C'est un progrès pour vous. Ah oui, c'est sans commune mesure. Il n'y a plus cet esprit, comment dire, de connivence. Il y avait un esprit de connivence entre la commission. Forcément, c'est des gens qui se connaissaient. Monsieur Migaud est une personne de ce Président de la Haute Autorité. La Haute Autorité qui était avant président de la Cour des comptes, qui était un député socialiste. Avant. Voilà, il est indépendant, inflexible, on le sait bien. Son équipe que j'ai rencontrée, on voit que ce sont des gens qui travaillent de notre côté, du côté des citoyens, clairement. Ouais. Simplement, ils sont limités dans leur action de par les lois qui les encadrent. Mais ça, ils n'y peuvent rien. Par exemple, avant, on ne pouvait pas aller dans une entreprise qu'on avait contrôlée pendant 5 ans. Nicolas Sarkozy a fait baisser à 3 ans. Ben, voilà, eux, ils peuvent remonter qu'à 3 ans. La loi prévoit qu'on ne peut pas aller dans une entreprise qu'on a contrôlée. Mais elle ne dit pas qu'on ne peut pas aller dans le secteur qu'on a contrôlé. D'accord.
Donc voilà, donc on peut aller dans le secteur. On peut aller, si on va à la BNP, si on avait le secteur de la banque, mais qu'on ne va pas à la BNP, ben on peut aller dans la banque. Mais vous avez l'air de penser que la haute autorité n'a pas forcément tous les moyens de contrôler ces pantouflages. Elle n'a pas les moyens juridiques. Ouais. Sinon, elle a les moyens. Elle a beaucoup de moyens techniques. Par exemple, les impôts aujourd'hui elle peut faire appel directement aux impôts. Elle peut obliger les gens à donner des documents. Mais elle manque, ce qu'elle dit en tout cas, elle manque crucialement de moyens humains. D'effectifs. C'est ce que dit Didier Migaud. Voilà. Donc elle voudrait d'ailleurs, je ne veux pas prendre parti dans ce débat, j'en sais rien, absorber l'autorité de lutte contre la corruption. J'ai oublié de son nom, qu'elle estime que ça fait le même job et que voilà, c'est plutôt elle qui devrait faire ce job-là. Voilà, ce qui paraît a priori logique, mais dans la pratique, je ne sais pas. Il faut dire qu'elle a un boulot considérable. On voit là, chaque semaine, elle donne les détails des déclarations d'intérêt et de patrimoine lorsque c'est possible, lorsque c'est la loi, de centaines de hauts responsables. Donc c'est un gros boulot de vérifier ce que les gens disent. Alors, il y a des secteurs privés qui sont plus concernés que d'autres dans le recrutement d'anciens hauts fonctionnaires. Vous mentionnez l'assurance, les banques, même les chaînes de télévision aussi. Tous Canal+, les lieux contrôlés. TF1. Alors, c'est ça, c'est des secteurs qui ont maille à partir avec la régulation de l'État et qui ont besoin de spécialistes qui ont travaillé pour l'État, en fait. Pour la télévision, les télés sont régulées par le CSA, qui est dirigé par un... C'est plus un conseil d'État maintenant, si? Non, oui, ça va raison. Il est membre de la Cour des comptes, je crois. Je ne sais plus. Nouveau. Enfin, ça a longtemps été un membre du Conseil d'État. Enfin, c'est de toute façon haut fonctionnaire. En soi, que le CSA soit dirigé par un fonctionnaire, c'est pas gênant. Ça ne paraît pas aberrant. Mais surtout un Conseil d'État, puisque c'est un travail très juridique et le Conseil d'État est censé produire des juristes. Il ne fait pas que ça, mais il est censé produire des juristes et que ça. Et donc, en face du CSA, on veut avoir... Les acteurs privés, les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision, les radios, surtout les chaînes de télé, elles veulent avoir des gens qui connaissent. De préférence des conseillers d'État. De préférence des conseillers d'État. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a connivence, forcément, qu'ils se mettent d'accord. Le CSA prend des mesures souvent dures. Mais reste que ça pose des problèmes de connivence, à l'évidence, et des soupçons. Un conflit d'intérêts. C'est pas le fait d'avoir été payé, d'avoir reçu de l'argent dans des conditions de conflit d'intérêt, comme on dit en général. Un conflit d'intérêt est une situation dans laquelle quelqu'un peut être l'objet d'eux, voire peut donner l'apparence de. C'est une affaire d'apparence. L'apparence, c'est la théorie des apparences, suffit. C'est très important parce que sinon ça affaiblit la crédibilité de l'institution. Bien sûr, ça nourrit un discrédit. Ça nourrit un discrédit. C'est très important, les gens ne le savent pas, mais la théorie des apparences, on voit que lorsque les gens sont... Voilà, on ne sait pas trop, la plupart, je suppose, sont honnêtes, mais on en est mal à l'aise. Vous avez parlé de Éric Russo, donc ce vice-procureur du parquet financier, parti pantouflé chez un cabinet anglo-saxon. Ouais. Et vous notez au passage qu'il y a quelques corps de hauts fonctionnaires qui échappent justement au contrôle de la haute autorité. Et les magistrats en font partie. J'ai découvert ça grâce à lui, d'ailleurs. C'est ça. Je ne savais pas. Donc quand on est magistrat, on peut aller travailler dans le privé sans être contrôlé par une commission. Si, une commission interne. D'accord, professionnelle. Bon. Mais pas par la haute autorité. Pour la transparence de la vie publique. C'est une des raisons pour lesquelles, quand même, l'existence des grands corps pose problème. Vous soulignez beaucoup les salaires. C'est intéressant parce qu'on a quand même affaire à des gros montants, des énormes montants. Quand on sait que le salaire médian en France, c'est moins de 2 000 € net, on s'aperçoit que les montants touchés et surtout cumulés entre des gens qui cumulent plusieurs fonctions, plusieurs jetons de présence, on arrive à des montants très élevés. Mais on va vous dire, et légitimement, que pour attirer les meilleurs, il faut les attirer avec des gros salaires. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, certainement. Il faut attirer les meilleurs. Mais ça, c'est la version toujours de la haute fonction publique qui dit aussi qu'elle est la meilleure au monde.
je me demande sur quels critères ils se fondent. Hein. Est-ce que c'est sur la manière dont fonctionne l'hôpital, la manière dont fonctionnent les prisons, la manière dont fonctionne l'école, etc. Hein, elle est la meilleure au monde. Donc elle doit être très bien payée parce qu'il faut attirer les meilleurs au monde. Bon, les critères c'est n'importe quoi. Il faut bien dire ça. La haute fonction publique française n'est pas la meilleure au monde. Elle le croit, elle le pense. Enfin, je ne sais pas si elle le pense. Les Français peuvent le penser, mais c'est juste, elle dit ça sans raison. De même, attirer, ce n'est pas pour attirer les gens. C'est eux-mêmes qui fixent leur salaire. Les montants. C'est eux-mêmes. Et regardez les diplomates qui, là, sont en rage contre le fait que le corps de la diplomatie, le corps diplomatique va disparaître. Leur salaire n'est pas public. Leur revenu n'est pas public. Ah, on ne le connaît pas. Ah non, monsieur. On ne sait pas combien sont payés les diplomates. Non, on ne sait pas. Et puis, ils se gardent bien. Ils prennent des dispositions pour empêcher qu'on le sache. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces sujets, parce que moi, je suis au départ et toujours, je suis un journaliste qui m'occupe du service étranger, c'est-à-dire justement de la diplomatie, de la géopolitique, etc. Mais un jour, je discutais avec un ambassadeur, quand je préparais mon premier livre sur ces sujets-là, sur le Quai d'Orsay, et je lui ai dit, combien vous gagnez? Je me suis dit, je suis un journaliste, je suis un citoyen, il va me répondre. Ah ça, je ne vous dirai pas. Je dis, mais pourquoi? Ah ben, il me dit, le jour où les gens de Bercy, eux, diront comme ils gagnent vraiment, je vous le dirai. Il faut que l'autre dise d'abord. Là, je me dis, mais dans quel pays vit-on? Dans quel pays vit-on? Il est normal qu'un diplomate, il me semble, qu'un diplomate qui va dans un pays très dangereux soit très bien payé. Ça ne me choque pas. Le temps, d'ailleurs, ils sont pas si bien que payés, ça, tout le temps. Ils sont payés très bien, ils sont à l'étranger. Ils ont des primes. Qu'il y ait une prime de risque, ça vous paraît? Oui, une prime de risque, prime d'indemnité de résidence, c'est normal. Mais il y en a beaucoup. Quand on va à Bruxelles, le risque est quand même assez limité. Alors, l'indemnité n'est pas la même. Et à Bercy, il y a des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie. J'ai révélé les montants dans un livre précédent. C'est pas qu'ils sont les meilleurs. Hein. Ils ne seraient pas embauchés. Il y a ce mythe, ah oui, mais dans le privé. Mais ils ne seraient pas embauchés dans le privé. On embauche dans le privé ceux qui peuvent, encore une fois, vendre un carnet d'adresse ou de leur connaissance des failles de l'État. Mais la plupart, ils n'ont pas de carnet d'adresse gigantesque, et ils ne connaissent pas. Et ils n'iraient pas, ils ne seraient pas embauchés dans le privé. C'est un mythe, ça. Demandez à un patron du privé s'il embaucherait quelqu'un qui a passé 15 ans à Bercy, dans un bureau quelconque. Il ne le ferait pas. Mais là, justement, vous désossez un mythe, c'est-à-dire que cette haute fonction publique, c'était l'objectif de De Gaulle, notamment en lançant l'ENA, de former une technocratie efficace, bien formée, capable de bien administrer l'État. Est-ce que ça a quand même fonctionné à un moment? Qui n'est pas dans l'entre-soi. Qui ne soit pas dans l'entre-soi, tout à fait. Parce que c'était le but de l'ENA, d'ailleurs. Et qui n'était pas mouillé pendant la guerre. Mais est-ce qu'à un moment, l'objectif a été tenu et ensuite, quelque part, on a assisté à une dégringolade de la qualité et peut-être de la moralité de cette haute fonction publique? Moralité, je ne sais pas. Qualité non plus. Ils ont bénéficié. Il y a un grand mythe. Il y a le mythe du grand commis. Bien sûr. Sous De Gaulle. Très puissant. Très puissant. Ils vivent de ça encore. Hein. Ils vivent de ça. Est-ce que c'est pas vrai quelque part? En tout cas pour certains d'entre eux. Alors, sûrement, c'est vrai. Mais enfin, ils ont aussi bénéficié de l'extraordinaire croissance, où ils pouvaient tout faire. Et ils ont fait de grosses merdes quand même. Pardon, de grosses bêtises. Hein. Il y en a un des plus grands, le plus connu de l'ouvrier, c'est quand même lui qui a fait toutes les banlieues. Voilà. Alors, à l'époque, c'est vrai, on en avait besoin. Mais enfin, là, à dire que c'était des gens extraordinaires. C'était une des visionnaires. Voilà. C'est pas pour critiquer. À leur place, j'aurais sans doute fait beaucoup moins bien. Mais enfin, il faut revenir un peu sur ce mythe-là. Hein, il faut revenir un peu. Et puis, c'est eux qui ont basculé vers le privé. Le premier étant Monsieur Nora, le frère de Pierre, dont j'oublie le nom. Simon Nora. Avec la vague des privatisations des années 80. Il était patron de l'ENA, à un moment. Et puis, d'un seul coup, il est passé, hop, dans une grande banque d'affaires. Alors, c'est son droit, hein. C'est son droit. Mais bon, voilà. Ouais, ce sont ces grands... Il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas fait, hein, qui sont restés et qui ont gardé cette éthique-là de grands commis de l'État. Mais beaucoup ont basculé. Voilà, et ils sont devenus des modèles. Emmanuel Macron, pendant sa campagne de 2017, dénonçait des privilèges hors du temps dans son livre. Et là, le jour où nous enregistrons cette émission, en Conseil des ministres est signé le décret qui acte la création de l'INSP qui succède à l'ENA. Donc Emmanuel Macron, énarque lui-même, est celui qui a
supprimé l'ENA, ou en tout cas qui a changé son nom. Il met aussi fin à la plupart des grands corps de l'État. Est-ce que cette réforme changera quelque chose pour vous? Oui, je pense, à terme, oui. Oui, Donc je c'est une pense. bonne chose. Ça va dans le bon Oui, sens. oui, je pense que c'est très courageux. J'avais écrit dans un des précédents livres qu'il était évidemment, il était soit le plus mal placé pour changer les choses, soit le mieux placé, parce qu'il venait de ça. Il a avancé, je trouve pas ça pas mal. Alors, il reste cette idée qu'il nous faut une école de haute fonction publique. On est le seul pays. Hein. Pourquoi, grand Dieu, faut-il une école de haute fonction publique? Oui, c'est pas forcément indispensable. Pas du tout. Mais pas du tout. Je ne crois pas que l'Allemagne soit très mal gérée, administrée. Je Et crois il n'y a pas que... d'ENA. Non, ils sont bien formés dans leurs écoles ailleurs, dans les écoles généralistes. Il y a cette idée qu'il faut être spécialiste tout de suite. En fait, jusqu'à présent, et c'était bien la grande critique, ce n'était pas une école où on apprenait quoi que ce soit, c'était une école qui servait à classer et à choisir les gens. Voilà. Donc c'était juste, ça n'avait aucun intérêt, en réalité, pour l'État, pour les Français. Là, d'après ce qu'on nous dit, il y aura toujours un classement pendant quelques temps, mais, ça ne sera, mais les ministères ne choisiront pas sur le classement et on se débrouillera pour que les ministères les plus importants, en réalité pour les Français, comme la santé ou l'éducation, puissent piocher, je dirais, dans ce réservoir. Ce qui est une très bonne chose. Voilà, c'est une vraie révolution. La suppression, vous vous rendez compte qu'il va supprimer l'inspection des finances. Son corps d'origine. Son corps d'origine, celui de Valéry Giscard d'Estaing, celui de beaucoup de dignitaires français, en quelque sorte. D'Alain Juppé. D'Alain Juppé, de Michel Rocard, de Jacques Chaban-Delmas, et puis de grands patrons. Donc c'est vraiment quelque chose de symbolique très fort. Je suis surpris qu'on en parle si peu. Il ne peut pas... Enfin, il pourrait, mais il ne peut pas supprimer le Conseil d'État et la Cour des comptes parce que ce sont des corps qui sont dans la Constitution. Oui. Donc, voilà. Mais les autres sont supprimés et alors. Et fusionnés. C'est une fusion dans un grand corps. Voilà. Le corps des administrateurs de l'État qui va se substituer à la plupart des corps. Mais alors, il s'est quand même mis à dos, évidemment, la haute fonction publique. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des corps assez spécifiques qu'il aurait fallu préserver? Je pense au corps préfectoral, au corps diplomatique. Ce sont quand même des métiers qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. Le corps des jardiniers aussi, parce que moi, je ne pourrais pas être jardinier demain matin. Voilà, exactement. Est-ce que quand même il n'y a pas un mérite à avoir c'est une moquerie. Non, mais je comprends rien. Mais ça s'apprend. Est-ce qu'il n'y a pas un mérite à avoir des corps un peu spécifiques pour des métiers un peu spécifiques? Attendez, mais ça c'est vrai pour tous les métiers. Pour tous les métiers, pas tout le temps. Pourquoi, grand Dieu? Donc on peut changer, passer de l'un à l'autre à condition d'être formé. Mais pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Les diplomates qui sont si remontés, il y en a combien qui sont sur le carreau? Et que si c'était plus fluide, on peut toujours passer, enfin, si c'était beaucoup plus fluide, ils iraient ailleurs. Je suis sûr qu'ils seraient beaucoup plus heureux. Et pourquoi? Est-ce que parce qu'on a 20 ans, et on est sorti à un classement tel qu'on peut être diplomate, par exemple, on ne pourrait pas aller dans la préfecture? Ça s'apprend. Enfin, vous vous rendez bien compte que c'est n'importe quoi. Et vous pensez vous-même qu'il y aurait même un mérite à ce que les uns et les autres changent de on a métier, tous envie de changer, de ministère, de poste? Oui, ou pas. On n'est pas forcé. Simplement, il faut quand même voir qu'ils bénéficient tout de même. Alors, je sais qu'ils vont te dire, voilà, ça c'est populiste. Ils vont vous dire que c'est à cause des privilèges. Oui, un petit peu quand même. Ouais, il y a des privilèges, oui, vous les documenter dans ce livre. Tout de même, certains préfets, ils sont vraiment très, très bien logés. Pas tous. Mais enfin, et surtout, ils gèrent entre eux. C'est ça encore. Vous citez, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Alors, pour un peu vous expliquer sur la raison de ce livre, vous citez Jacques Julliard, qu'on connaît bien à Marianne, qui estime qu'il ne faut pas... L'Obs, on l'a bien connu aussi. Aussi, c'est vrai. Il ne faut pas abandonner aux démagogues la critique des élites, dites-vous. Et d'ailleurs, nous sommes bien d'accord avec ça à Marianne, puisque nous documentons cette critique aussi. Mais est-ce que dans Parce que sinon, dit-il, c'est ça qui est formidable, c'est que sinon... ça fait le jeu inverse de ce qu'on croit. C'est-à-dire que si on ne les critique pas, c'est les autres qui le font. Il y aura toujours une récupération. Est-ce que dans les solutions, pour en terminer, est-ce que la solution est vraiment la transparence totale? Est-ce que s'il y a une défiance vis-à-vis de la haute fonction publique, du corps politique, des énarques, est-ce que c'est avant tout parce que les problèmes ne sont pas résolus, que, comme vous dites, il y a des défaillances dans l'administration de l'État, et que c'est avant tout pour cette raison, et pas pour la transparence, que ce procès, cette défiance se font jour en France?
Ouais, la défiance, elle est due à l'inefficacité quand même, pour une grande part. Un sentiment d'inefficacité. Non, je ne suis pas du tout pour la transparence à tout prix, certainement pas. Pour tout faire pour que ça marche, l'efficacité, pour ne pas penser d'abord à se servir, mais à servir l'État et les Français. Ça veut dire être payé tout à fait correctement, mais ne pas penser uniquement qu'à son revenu. Et puis la déontologie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des règles très fortes, admises par tout le monde, respectées par tout le monde, sur certains points. Et à mon avis, les Français, puisque c'est quand même ça le cœur du problème, auront moins ce sentiment de distance avec leurs élites qui est si préoccupant avec la montée de tous ceux qu'on connaît. Merci Vincent Jauvert d'être venu nous voir dans le studio de Marianne. Je rappelle votre livre La Mafia d'État, ça vient de paraître au Seuil et je vous dis à bientôt. À bientôt.